Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres qui seront développés dans les prochaines minutes. Le Conseil électoral provisoire a écarté de la course à la présidentielle Jean Chevalier-Sanon. Désormais, 54 candidats sont en lice pour les présidentielles. Clarence Renoy du Parti Unir, après plusieurs jours de négociations, a été désigné comme candidat à la présidence unique devant représenter le secteur protestant aux élections. 8 prétendants à la magistrature suprême réunis cette semaine ont décidé de s'allier, mais pour contraindre le CEP à corriger les erreurs du premier tour des législatives. Plusieurs regroupements et partis politiques continuent de demander l'annulation du scrutin du 9 août et la démission du président du CEP, Pierre-Louis Aupont. La rentrée des classes est prévue pour ce lundi. Toute une série de mesures a été annoncée pour aider à garantir une bonne année scolaire. Mais tout de suite, abordons le chapitre des élections. Suite à une enquête menée par le CEP, Jean Chevalier-Sanon du Parti nationaliste chrétien haïtien, candidat à la présidence, a été exclu par les autorités électorales. En effet, le président du CEP, Pierre-Louis Aupont, dans un communiqué, a annoncé que M. Sanon s'est révélé être un citoyen canadien. Il risque des poursuites pénales, son dossier de fraude sera acheminé aux autorités judiciaires compétentes. Rappelons qu'il s'agit là du 3e candidat écarté pour détention de nationalité étrangère. Entre-temps, les différents BCED n'ont toujours pas délibéré plusieurs jours après les audiences de contestation. À l'initiative du secteur protestant et dans le but de réduire le nombre de candidats à la présidence, Clarence Renoy, au terme de 3 journées d'intenses discussions, a été désigné par la commission de conciliation candidat unique pour représenter le secteur protestant. De 7 prétendants au départ, ils sont passés à 3 candidats, puis à 1. Clarence Renoy, se présentant sous la bannière du Parti Unir, demande au secteur et aux autres candidats de l'accompagner. Notons toutefois que les 2 autres candidats, à savoir le pasteur Jean Chavannes-Jeune et Jean Palem-Mathurin, vont mener une campagne présidentielle indépendante. Parallèlement, et dans le même but, 13 candidats avaient été invités par Steven Benoît et André Michel. Seules 6 personnes ont répondu présents à la rencontre: Sauveur Pierre-Étienne, Fred Brutus, Wessner Polycarpe, Déra Simon Dieuseul, Jean-Henri Séan et Éric Jean-Baptiste. Après plusieurs heures de discussion, loin des médias, n'ayant pas réussi à trouver un accord pour désigner le candidat unique, les 8 prétendants ont de préférence décidé de constituer une force de pression pour contraindre le Conseil électoral à corriger les erreurs des élections du 9 août en prévision du 25 octobre. Luc Nergaro était sur place. Son compte rendu. 10 heures ce mardi, 8 candidats s'enferment dans une salle de l'hôtel Kinam. Jean-Henri Séan, Sauveur Pierre-Étienne, Dieuseul Simon Déra, Wessner Polycarpe, Fred Brutus et Éric Jean-Baptiste ont répondu à l'invitation de Steven Benoît et d'André Michel en vue d'étudier la possibilité de désigner un candidat unique pour ce qu'ils nomment le secteur démocratique. Après 2 heures, on présume, de débat, le candidat du parti MAS quitte la salle. Interrogé par les journalistes, Éric Jean-Baptiste confie qu'il s'était trompé sur la raison de cette convocation, compte tenu de la teneur des discussions à l'intérieur. Semble-t-il que nous toutes pas lit lettre là, même genre, journée jeudi, c'est de l'autre question qui a débattu en dedans. Montagne là a accouché un petit sourire. Déclaration qui a suscité un vif débat entre les journalistes qui s'ennuyaient déjà dans le hall de l'hôtel. Après ce départ, les journalistes ont encore attendu le signe de la fin pendant près d'1 heure et demie. Situation inconfortable, surtout qu'il commençait à devenir gênant aux yeux des superviseurs de l'hôtel car ils ne consommaient rien. Quand enfin on a annoncé le point de presse, Sauveur Pierre-Étienne a été désigné, mais c'est pour parler au nom du groupe. Estimant qu'une grande victoire a été obtenue en cette journée, le candidat de l'OPL a précisé que les partis présents s'étaient mis d'accord sur la nécessité de barrer la route au pouvoir en place et qu'un compromis avait été trouvé. Nous avons continué à travailler ensemble et dans le jour qui vient, et la population pourra informer de progrès qui pourra le faire dans le processus de rapprochement pour nous dégager, une vision partagée de l'avenir d'Haïti. Dans la mesure où l'objectif de cette rencontre était de lancer l'idée de la désignation d'un candidat unique, les journalistes ont voulu savoir si ce sujet avait été débattu ou s'il tenait encore. Sauveur Pierre-Étienne a répondu clairement. Comment nous avons fait imaginer nous que nous venons chita là et puis pour nous apparaître nous dit qui est-ce dans nous toutes là qui est candidat à la présidence. Nous prêtons nous très au sérieux
Nous sommes des candidats à la présidence, des dirigeants politiques responsables qui ont réfléchi sur l'avenir du pays noir. Au final, les 7 candidats qui participaient à cette rencontre demeurent candidats. Et ensemble, ils vont simplement s'assurer que les élections du 25 octobre ne ressemblent pas à celles du 9 août. L'ancien conseiller électoral Léopold Berlanger, invité à la rubrique Le Point cette semaine, dit constater quelques anomalies dans la méthode de comptage des résultats du premier tour des législatives. Selon lui, en additionnant les voix et non les votants, tel que l'a fait le Conseil électoral, il est impossible qu'un candidat puisse être élu au premier tour. CEPA, côté le PCA, c'est l'élection sénatoriale. CEPA, il prend vote, voix, tout candidat obtenu, ils font total avec eux. C'est-à-dire que s'il y a 15 candidats, ils prennent le nombre de voix, tout candidat ça a obtenu, ils font total. Donc, total que le joignent, qu'on y a assez par total ça, ils divisent le nombre de voix que chaque grain candidat fait pour le joindre qui score il fait. Et c'est là que le PCA, parce que ou pas capable prend nombre de voix totales, tout candidat, puisque il y a plusieurs candidats pour le même poste là, ou prend voix totale, tout candidat, ou additionner, et puis qu'on y a, ou prend c'est lui-même qu'on diviser, ou voix chaque candidat. Ou diviser, c'est ça, voix chaque candidat par ça. Qui ça le supposé faire? Il supposé prendre nombre de votants qui ont un vote valide. C'est-à-dire, en quelque sorte, ça a le nombre de bulletins valides. Donc, pour ces verbal-là, il est supposé indiquer le nombre de bulletins valides dans chaque bureau de vote. Qu'est-ce qui nombre de bulletins valides là? Chaque baroule. Puisque il y a 3 catégories de vote. Il y a un vote clairement exprimé, il y a un vote aucun candidat, c'est-à-dire c'est ça, il est traditionnellement voté blanc. Et puis, il y a une 3e catégorie, vote nul. Donc, ça aurait le total des votes valides là, et que CEPA lui-même lui confond avec total des voix pour tous les candidats. Total des votes valides, c'est total vote clairement exprimé, plus vote aucun candidat. Vote blanc. Vote blanc. Une fois que vous considérez toute voix qui est dans le bulletin, toute voix exprimée par son vote, c'est un vote. Dans le cadre de son vote, il a exprimé un choix pour 2 candidats. Donc, il y a 2 voix dans le cadre de un vote. Il fait 2 voix, une pour chaque candidat. Et pour chaque voix pour un vote, qu'on y a tombé le boum. Entre-temps, le CEP justifie sa méthode de comptage en évoquant des articles de la Constitution amendée et du décret électoral. Cependant, si le mode de calcul montre des failles, le CEP le modifiera selon l'un des conseillers électoraux. Plusieurs partis et organisations réclament l'annulation des élections du 9 août dernier et la démission des membres du Conseil électoral provisoire. C'est le cas du Front national des candidats pour la lutte de la démocratie, composé de représentants de divers partis politiques, du parti Remain Haïti, ayant organisé mardi un sit-in devant les locaux du Conseil électoral à Pétionville, et plusieurs centaines de personnes, aux côtés d'une quinzaine de candidats à la députation et au Sénat, ont eux aussi manifesté mercredi à Port-au-Prince en accusant les prétendants du parti présidentiel d'avoir commandité des bourrages d'urnes. Parler à la classe politique et candidats dans perspective pour que nous aboutissions à 3 revendications. Une, c'est annulation mascarade tout à discuter 9 août. 2, c'est arriver à départ membre CEPO parce qu'ils ont échoué à mission. 3, c'est étudier accord Kinam 2 et malheureusement qui pas côté résultat. Je pense que Kinam 2, ça t'épique en donne, c'était organiser des bonnes élections, ça va faire. Donc, on nous entend que le pays n'a pas remettre mal ça. Le palais national qui pour obligation avec la primature, on ne pas faire de l'immédiat. Parce que
de la non-violence pacifiquement pour pays à une nouvelle direction. Nous prenons solidarité pour que vous éliminiez l'élection 9 août là, parce que nous ne disons pas de premier tour, pas de deuxième tour, et nous faisons appel à tout parti politique pour nous demander de comprendre la bataille que nous avons menée aujourd'hui pour la démocratie dans le pays. Si on ne prend pas de mission aujourd'hui, nous allons lancer manifestation marche longue lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ajoutons qu'après le scrutin du 9 août, plusieurs voix s'étaient élevées pour dénoncer la passivité des policiers lors des saccages des bureaux et centres de vote. Marc Wilkens-Jean, inspecteur général de la police nationale, a demandé aux autorités électorales de lever certaines limites imposées aux agents de la police en prévision des élections du 25 octobre. Les unités spécialisées de la police seraient beaucoup plus efficaces si les infrastructures et la logistique remplissaient toutes les conditions. Les moyens de communication, l'hébergement, l'hostilité des citoyens vis-à-vis des agents déployés dans les différentes régions n'ont pas non plus contribué à la pleine réussite de leur mission. Toujours selon l'inspecteur, de nombreuses unités ont en revanche rempli leur mission avec professionnalisme dans plusieurs départements. Parallèlement, Marc Wilkens-Jean a révélé que 43 policiers ont été sanctionnés pour des motifs divers, dont la nonchalance le jour du scrutin. Le président du Parti haïtien pour Haïti, Jonas Kofi, accuse 3 membres de la Cour supérieure des comptes de corruption. En effet, selon M. Kofi, Fritz Robert Saint-Paul, Saint-Just Montpréville et Jean-Ariel Joseph auraient chacun reçu la somme de 500 000 $ de René Préval pour blanchir le candidat de la plateforme Vérité, Jacky Lumarque, écarté de la course électorale. En réaction, les conseillers ont annoncé vouloir intenter une action en justice contre l'ancien député. Dossier éducation. La rentrée scolaire est bel et bien prévue pour ce lundi 7 septembre. Confirmation faite par le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Il incite d'ailleurs les parents à faire le maximum pour que leurs enfants aillent à l'école dès ce lundi. Le ministre a indiqué que cette année encore, plus de 2 millions d'ouvrages ont été subventionnés, dont plus d'1 million donnés en dotation. 50 000 uniformes, 500 000 kits scolaires ont été distribués. Des instructions sont passées aux dirigeants d'établissements pour que les enfants qui n'auraient pas encore d'uniforme à la rentrée ou qui n'auraient pas encore acquitté les frais soient quand même acceptés au sein des écoles. C'est là un effort que le pays doit consentir pour l'aider à progresser afin de combattre l'inégalité et offrir à tous les enfants les mêmes chances, selon le ministre Maniga. Est-ce que les parents sont prêts? On sait que pas nécessairement, pas tous. C'est l'histoire d'Haïti depuis 200 ans, que tous les parents n'ont pas toujours les moyens suffisants pour scolariser convenablement leurs enfants. C'est un combat. Est-ce que c'est une raison pour reporter la rentrée scolaire? Quand la République voisine à côté, avec laquelle on a autant de disparités, a ouvert ses portes dès le 17 août, donc on a 3 semaines d'écart, on se bat pour entrer environ dans les 200 jours d'école, je pense que ce serait la pire des choses si à l'intérieur du même pays, certains enfants reçoivent 191 jours de classe et d'autres en reçoivent 100. Ce serait encore une grave crise qu'on prépare pour l'avenir si de l'autre côté, les autres enfants passent 200 jours à l'école et qu'en Haïti, qu'on passe 100 jours à l'école. Je pense que c'est ainsi qu'il faut inscrire cette volonté d'être prêt pour que les parents, malgré les difficultés, envoient leurs enfants dès le premier jour, avec la précaution que le ministère prend en invitant les chefs d'établissement, les directeurs, à accepter que les parents qui ne soient pas prêts envoient leurs enfants sans uniforme, envoient leurs enfants avec les moyens qu'ils ont, parce que le plus important, c'est qu'on ne soit pas comme il y a 30 ans, que uniquement la moitié des enfants allaient en salle de classe, tout se passait entre guillemets bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à 90%, 10% hélas n'iront pas encore cette année. Ce qui est important, ceux qui ont la possibilité d'y aller, c'est qu'ils aillent dès le premier jour. Mais c'est un effort que le pays se doit de faire
il est inacceptable qu'en 2015, qu'on soit encore à ce tournée de scolarisation. Dossier coopération. Le gouvernement du Japon a accordé 30 millions de dollars américains à Haïti pour la reconstruction des ponts de la Croix des Missions et de la Route 9. L'accord a été paraphé ce mercredi par le ministre haïtien des Affaires étrangères, Lener Renaud, et le chargé d'affaires du Japon en Haïti, Katsuyoshi Tamura. L'agence française de coopération internationale sera le maître d'œuvre de ces deux ouvrages d'art. L'accord signé ce mercredi sera valide jusqu'en 2021. J'ai le plaisir d'avoir signé avec le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Renaud, l'échange de notes relatifs à la mise en œuvre effective des travaux de construction de ces deux ponts. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Japon mettra à la disposition du gouvernement haïtien, à titre de don, un montant total de 3,672 milliards de yens japonais, soit environ 30 millions de dollars américains, qui servira d'une part à la construction de ponts sur la route neuve, qui débouche sur la route nationale numéro 1, et d'autre part à la construction de ponts de la Croix des Missions sur la route nationale numéro 1. La construction de ces deux ponts vise principalement deux objectifs. Premièrement, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de la population haïtienne sur le plan économique, en facilitant le transport entre la partie nord et la partie sud de la zone métropolitaine. Deuxièmement, c'est de protéger les habitants des communes concernées contre les inondations dans le souci de respect de la vie humaine. Le financement du projet de construction de ces deux ponts est en droite ligne de la dynamisation de la coopération entre la République d'Haïti et la République du Japon, observée au cours des dernières années. C'est une contribution significative, somme toute, à la réalisation des objectifs stratégiques et des actions prioritaires de l'administration du président de la République et du gouvernement en place dans le cadre de la reconstruction d'Haïti et de la création des conditions de son développement durable sur le moyen et le long terme. À cet égard, je félicite et remercie une fois de plus le gouvernement japonais pour son appui inconditionnel aux différentes actions visant la construction ou la reconstruction des infrastructures administratives et socio-économiques du pays, particulièrement sous l'administration Martelly, les interventions de la coopération japonaise dans les domaines des travaux publics, de l'agriculture et de l'assainissement, entre autres, sont de nature à contribuer au redressement de l'économie nationale, à l'amélioration continue des conditions de vie de la population et au développement durable du pays. Et enfin, dans le culturel, la responsable de communication du Carifesta parle de bilan positif en ce qui a trait aux 10 jours de la 12e édition de cette activité en Haïti. Pour sa part, le directeur du bureau d'ethnologie, Hérold Josué, affirme que le Carifesta a eu un effet structurant sur le secteur culturel haïtien. Un important travail de restitution et de création a été réalisé, ce qui aura un impact durable sur le pays. Le bilan de Carifesta, ce n'est même pas nous qui l'avons fait, ce sont les délégations, des gens qui ont participé aux différentes manifestations, qui nous écrivent pour nous dire comment et combien ils sont contents, mais aussi c'est des déclarations spontanées. Par exemple, le groupe jamaïcain qui a joué au Champ de Mars, je crois que c'était le 3e ou le 4e jour, il a posté sur son site Facebook CNN Stop Pretending. Donc arrêtez de prétendre qu'Haïti c'est un pays de chaos total.
nationale. Ce n'est pas vrai. Les gens ont été partout et Earl Lovelace, qui était rentré dans le cadre de Carifesta, Earl Lovelace, c'est un écrivain trinidadien, un très grand écrivain dans l'anglophonie et qui est président de l'Association des écrivains de la Caraïbe. Après le symposium à la Bibliothèque nationale, il a dit que c'était le meilleur symposium qui ait jamais été organisé dans le cadre de Carifesta. Earl Lovelace a 80 ans, il est très populaire, très connu dans la région et il a fait toutes les éditions de Carifesta. Et j'ai dit à Earl Lovelace, est-ce que vous pourriez écrire ce que vous venez de dire? Il l'a écrit et signé que c'était la meilleure édition, le meilleur symposium qui ait jamais été organisé. Et je pense que c'est ça l'esprit général. Nous n'avons même pas eu le temps de faire le bilan. Ce sont les gens de la CARICOM, ce sont les représentants des délégations qui ont dit que c'était la meilleure édition de Carifesta qui ait jamais été organisée. Il y a eu évidemment beaucoup de dispositions qui ont été prises par le comité. Les artistes haïtiens ont été très très bons. La population haïtienne, et j'insiste sur la question de la population haïtienne qui a été extraordinaire. Mais là, c'était un pic, c'était du jamais vu. L'enthousiasme des gens et combien ils ont participé à toutes les manifestations. Carifesta est un moment opportun, un moment idéal pour nous autres intellectuels de pouvoir faire les études d'impact. Ça reste pour Haïti, il y a d'autres choses. C'est la première fois qu'on a présenté cette collection sur Haïti, tel que commencé une exposition autour du vaudou haïtien qui était au Musée des religions du monde à Taïwan. C'est présenté au public. Quand on regarde le symposium organisé par Madame Prophète, c'est extraordinaire. Ces choses-là restent. Les créations, c'était le moment où beaucoup d'artistes ont pu créer également des projets artistiques autour de la Carifesta, mais pas que pour la Carifesta, c'est des projets qui vont rester dans les annales culturelles du pays. Tout ça, ça reste également. On a profité de faire des inventaires ou de faire la restitution des inventaires qu'on a fait au bureau d'ethnologie pendant des années sur la contredanse par exemple. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire cette restitution pendant la Carifesta à cause du cyclone Erika. Mais ce sont des choses qui restent dans la mémoire et en même temps, nous autres dans le comité, on est à partir de la population de regarder. Il faut revoir nos festivals, il faut revoir le carnaval, il faut se reconstruire, il faut se renouveler. Il n'y a pas de société sans renouveler. Parce qu'avoir 123 spectacles pendant 10 jours, c'est pas rien. Métro News est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le week-end prochain.